Stéphano Cousine, sélectionneur des Comores. Bonjour, un plaisir d'être avec vous. Bonjour. Stéphano Cousine, vous êtes ici à Malmort. Vous avez choisi ce lieu pourquoi? Pour les infrastructures. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce lieu-là, 50 km de Marseille. Disons que j'avais effectué un match, mon tout premier match contre le Cap-Vert il y a 2 ans. On l'avait joué ici à Malmort. J'avais beaucoup apprécié les infrastructures sportives. Et en même temps, on cherchait, parce qu'à partir du moment où la FIFA avait changé les dates, il fallait changer le programme aussi. Donc ce que je recherchais, c'était quand même un endroit qui était calme, proche d'un grand aéroport international pour avoir des vols directs pour le Maroc, et qui puisse en même temps être aussi proche pour les familles des joueurs, que ce soit quelque chose quand même du travail, oui, mais aussi que ce soit chaleureux quand même. Mais après, c'était plus par rapport à la vie de groupe, savoir un petit peu comment ça se passait avec les joueurs étant présents, parce que on sait qu'il y a un décalage au niveau de l'arrivée des joueurs. C'était savoir un petit peu ce ressenti-là. Disons qu'on était dans l'obligation quand même de commencer, parce qu'on avait certains joueurs qui jouent dans les pays du Golfe où les championnats sont à l'arrêt. Donc le risque, c'était de se retrouver, si on commençait le 15, avec des joueurs qui ne s'entraînent pas depuis 15 jours, voire plus. Donc il fallait anticiper, et en même temps, je pense qu'on peut faire aussi un travail plus de qualité. On a commencé avec 7-8 joueurs, un travail plus de qualité, parce qu'on peut travailler sur la force, sur d'autres aspects que normalement c'est un peu délicat. Donc on a commencé, puis chaque jour des nouveaux joueurs sont arrivés, et là actuellement on va dire qu'à 80% on est au complet, quoi. Oui, parce qu'avec la décision de la FIFA qui a changé ces fameuses dates en passant du 8 décembre au 15 décembre, est-ce que vous avez un avis à ce sujet? Disons que c'est regrettable, dans le sens qu'à partir du moment où il y a une compétition qui a déjà été décalée, qui aurait dû être faite l'été dernier, elle a été décalée à cause de la Coupe du Monde des clubs. Et donc les dates étaient très bien connues de la part de tous les acteurs du football européen. Donc ça me semble un peu curieux qu'au dernier moment, à une semaine du stage, ils viennent changer les règles. Et c'est au détriment du spectacle. Et surtout pour nous qui jouons le 21, parce que vous avez des équipes comme la Côte d'Ivoire, leur CAN va commencer le 24. Mine de rien, 3 jours de travail en plus, ça fait quand même la différence. Alors que nous, on a très peu d'entraînement au complet, et tout de suite on va affronter une longue compétition. Et donc c'est sûr que ça pénalise le spectacle. Quel a été le processus de scouting concernant les joueurs, parce qu'on avait des nouveaux visages comme Yanis Carrier, un retour de Zaïd Amir, savoir un petit peu au niveau des choix, si ça a été difficile pour vous ou plus facile pour d'autres? Disons qu'on était un peu quand même dans la continuité, dans le sens que moi j'avais une idée claire de comment on voulait jouer, parce que ça aussi c'est important, parce que c'est à partir de... Si vous avez le champion, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où c'est qu'on a une équipe pleine de talent, mais c'est plutôt au niveau du collectif qu'on avait fait la différence, il fallait aller dans la continuité des joueurs qui sont de prospective, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent, à travers une compétition comme celle-là, grandir et devenir demain des grands joueurs de Ligue 1 qui puissent nous aider à nous qualifier systématiquement pour la CAN. Je pense qu'un sélectionneur, ce n'est pas seulement celui qui travaille dans l'immédiat aujourd'hui, mais c'est aussi celui qui travaille pour le futur, dans la prospective, chose que malheureusement je n'ai pas trouvée quand je suis arrivé, parce que c'était une équipe qui était quand même assez vieillissante, il y avait pas mal de joueurs qui étaient au-delà de la trentaine, et quand Fouad Bachirou a arrêté, c'est-à-dire juste avant que j'arrive, on n'avait pas un joueur qui avait ces caractéristiques-là. Il a fallu travailler, et ce n'est pas un travail d'un seul homme, il y a tout un staff qui travaille derrière, il y a des scouts, il y a des gens comme Momo, etc., qui vont voir les matchs, on se divise les responsabilités pour suivre un maximum de joueurs. Nous, actuellement, on a environ 55 joueurs qui sont dans la grande liste, 35 dans la liste, et là, il a fallu en convoquer 26. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on est en train d'avancer. Dans ces 26, il y a 13 joueurs qui ont 25 ans ou moins. Vous avez parlé de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle vous apporte à l'entraînement, cette jeunesse, et quel plafond vous leur voyez, quelle trajectoire vous voyez à ces jeunes? Là, il y a Yanis Carrier qui a 25 ans, il y a Rémi Vita, il y a Ryan Lutin, il y a beaucoup de jeunes, il y a Zaïd Amir aussi qui fait partie de la sélection, Kenan Touabibou, que 20 ans, mais Emric Ahmed, Lutin. On peut les faire. Justement, tous ces jeunes-là, vous leur faites confiance. Qu'est-ce qu'ils apportent au groupe? Quelles sont vos consignes chez ces joueurs, et jusqu'où vous les voyez aller? Bon, déjà, il faut savoir que moi, dans ma formation d'entraîneur, j'ai commencé par le secteur de jeunes.
Donc j'ai entraîné pendant longtemps en Italie, environ presque 10 ans, toutes les catégories de jeunes. Donc le passage entre le jeune à la première division, pour moi, il est clair. Donc l'avantage du jeune, c'est que de un, il est motivé. Le jeune, il a envie de faire carrière. Le jeune, il a un potentiel bien souvent inexploré. Et le jeune, c'est l'avenir. Je sais qu'au début de ma mission, il y a peut-être des fois où mes choix n'ont pas été compris par tout le monde. Parce que peut-être qu'ils se disaient, il vaut mieux appeler un tel, c'est un joueur plus expérimenté. C'est un joueur de 30 ans, 31 ans plus expérimenté, et tout de suite il peut nous donner quelque chose de plus, plutôt que d'appeler un jeune de 19 ans comme Kenan. Mais moi j'ai toujours regardé, disons, l'immédiat oui, mais surtout le projet, la perspective. Et le jeune, il peut devenir un grand joueur seulement à travers ses passages. Je pense qu'un joueur qui a passé la trentaine, qui est en National 2, difficilement il va se retrouver en Ligue 1, Ligue 2. Un jeune, par contre, il suffit d'une saison ou deux bien faite, et là, tout est possible. Et nous, on sera compétitifs vraiment au haut niveau le jour où on aura une dizaine de joueurs qui seront stabilement en Ligue 1. Il y a des jeunes, mais aussi de l'expérience avec Kanto Mshangama qui traverse les époques. Qu'est-ce qui vous apporte notre Kanto national? Moi, je les appelle les petits jeunes. Parce qu'en fait, ce sont des joueurs... ans. Mais l'âge, il n'est pas pareil pour tout le monde. Parce que vous avez des joueurs qui savent, grâce à l'alimentation, à la qualité du sommeil, à la qualité de vie, aux pensées aussi, qui savent rester jeunes. Et il y en a d'autres, par contre, ils sont jeunes, mais ils sont déjà très vieux. Parce qu'ils font des vies qui ne sont pas... Je ne parle pas des nos joueurs, je parle dans le sens absolu. On en voit plein des joueurs. Ils nous donnent l'impression qu'ils vont avoir une grande carrière. Ils font une saison et ils disparaissent. Et donc nous, ces joueurs... un peu plus expérimentés, comme Faisal Emani, El Fardou, Ben Fardou, Mshangama, etc. Saïd Bakary, c'est la mémoire historique des Selakant, déjà. Ce sont des joueurs qui, à l'entraînement, s'entraînent, on ne va pas dire plus que les autres, mais avec une grande intensité et qui poussent le groupe toujours plus loin. Et ça c'est un aspect qui est important quand on fait la transition. On ne peut pas passer directement d'une génération à une autre sans qu'il y ait un passage de témoin. Et justement, moi je me souviens dans le Grand Milan, par exemple, j'écoutais un reportage de Nesta, qui était l'ancien défenseur central. Et lui, il me disait que quand il est arrivé au Milan AC, il y avait Maldini qui prenait l'hérédité de Baresi. Et Baresi, il avait 35 ans, il lui disait, bon, moi, tactiquement, c'est bon, mais tu sais que les courses en profondeur, ça, c'est toi qu'il faut qu'il... Et qu'après, quand Maldini, il a commencé à lui aussi avoir un certain âge, c'est Nesta qui a pris le relais, etc. Et ça a permis au Milan AC de rester compétitif pendant de longues années. Donc moi, je crois que les Selakant, c'est une marque de fabrique, c'est un état d'esprit, qu'il faut qu'il y ait ce passage de témoin. Et puis aussi, il faut dire la vérité, ce sont des joueurs qui sont absolument forts et qui méritent d'être là parce qu'ils ont des qualités aussi bien morales que techniques. C'est un état d'esprit. Les Comores, justement, c'est souvent loué pour le cœur, pour toujours ne jamais rien lâcher, peu importe le contexte. Le Comorien s'accroche, les Comores s'accrochent, que ce soit dans la vie de tous les jours ou surtout pour le football aussi, avec cette sélection que vous menez depuis 2 ans. Mais avant ça, avec Amir Abdou, Younes Erdouk, tout ça. Donc, quelle évolution tactique vous souhaitez-vous imprimer? Est-ce que justement, il y a ce cœur qui est toujours là? Vous allez quand même bien défendre d'abord avant tout, ou vous souhaitez imprimer votre jeu, votre patte pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, bien souvent, presque toujours, l'équipe nationale, c'est toujours l'image d'un pays, d'une mentalité et d'une histoire. Donc je pense que le Comorien, quand on va aux Comores, la première chose qui m'a frappé, c'était l'extrême gentillesse et disponibilité des gens. Ce sont des gens qui sont extrêmement généreux, que même s'ils ont un morceau de pain, ils vont vous dire, vas-y, mange. Mais toi, non, t'inquiète pas. Donc il y a déjà cet aspect-là. Ce sont des gens qui sont extrêmement généreux. C'est la culture du pays qui fait ça. Après, quand on est dans une île, on apprend qu'il faut être fort. Parce qu'une île, tu ne peux pas reculer. Si quelqu'un arrive, tu es obligé de l'affronter. Et ça, c'est dans le sang même de l'équipe.
C'est l'esprit même de l'équipe. C'est une équipe qui est résiliente, c'est une équipe accrocheuse, c'est une équipe qui est difficile à battre, c'est une équipe qui se bat, c'est une équipe qui va toujours au-delà de ce qu'elle peut donner, parce qu'il y a cette grande générosité. Et c'est pour ça que bien souvent on fait appel au collectif, on parle du collectif, on parle un peu moins de nos individualités qui sont quand même présentes, mais on parle souvent du collectif parce que ça reflète la mentalité comorienne, qui est une grande mentalité de résilience en disant on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va vous montrer qu'on peut jouer dans la cour des grands. Donc pour terminer la question, parce que la question c'était est-ce qu'on va là-bas pour défendre ou est-ce qu'on va là-bas imposer notre jeu, c'était la deuxième partie de la question. Écoutez, l'entraîneur il peut avoir 1000 idées, il peut dire bon on va jouer comme le Real Madrid ou le Barcelone. Après il y a des réalités du terrain, il y a l'adversaire, et donc c'est là que la tactique rentre en jeu. La tactique c'est quoi? Ça veut dire limiter là où on peut avoir des problèmes et essayer de maximiser nos qualités. Donc nous, on est une équipe, je pense, équilibrée. Il ne peut pas y avoir d'équipe qui gagne des matchs si défensivement, on n'est pas solide. Moi, j'en connais pas. Je connais aucune équipe qui est compétitive, qui gagne les championnats. Bien souvent, partout en Europe ou dans le monde, l'équipe qui gagne le championnat, c'est toujours l'équipe qui prend le moins de buts. Donc nous, on veut être solide. Il y avait des choses qui se passaient avant que j'arrive. On m'avait dit, les Comores, c'est une équipe qui, à l'extérieur, ont des difficultés. On a démontré, malgré qu'on a joué tous nos matchs à l'extérieur, on a pris cette qualification en tant que premier. On m'avait dit, les Comores, c'est une équipe, tu sais, si elle trouve un adversaire physique, ça souffre. Et ça ne nous a pas empêché de battre le Ghana, la Gambie, et tout ça, qui sont quand même des équipes extrêmement physiques. Donc, en fait, je pense que ça ne sert à rien de fanfaronner. On veut être équilibré, mettre en avant nos meilleurs joueurs, être solide, jouer comme une équipe. Et après, c'est au mental, c'est à l'envie, c'est aussi un petit brin de chance parfois dans le match qu'il faut aussi. Parce qu'on en voit au niveau des différentes sélections africaines que le niveau il cesse de progresser parce qu'avec les différents joueurs qui évoluent dans les différents championnats européens et dès leur retour en sélection font augmenter le niveau de ces différentes équipes. Pour vous, qu'est-ce qui définira une CAN réussie? Est-ce que ce sera le bilan comptable sorti de poule ou bien dans un contenu spécifique capable de marquer les esprits à ce niveau-là? De toute façon, il y a deux choses dans le foot, il y a la prestation et le résultat. Bien souvent, les deux vont de pair, c'est-à-dire vous faites une grande prestation, il y a aussi les résultats. Parfois, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que nous, on n'a pas une obligation de gagner la CAN. Je ne pense pas qu'aucun bookmaker ait dit que les Comores sont les favoris, les grands favoris de la CAN. Je pense qu'avant nous, il y a des équipes sur le papier comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la RDC. Il y en a beaucoup, des équipes compétitives, le Nigeria, etc. Ce n'est pas évident. Mais nous, en même temps, on ne va pas se fixer de limite. Parce que si moi, je donne comme limite de passer le premier tour, une fois qu'on est qualifié pour les huitièmes, tout le monde dit, bon, c'est bon, on a rempli notre mission. Alors que non. Alors que le sport, c'est toujours aller plus loin. C'est toujours aller chercher quelque chose de plus difficile, quelque chose parce qu'on peut le faire. Donc moi, je dis simplement qu'on est conscient de qui on est aussi conscient qu'en face, il y a 3 équipes qu'on n'a jamais battues dans notre histoire. On ne les a jamais battues, ces équipes-là. Donc le challenge, c'est déjà d'inverser le cours des choses. Et après, bon, on avancera match par match et Inch'Allah, sans se fixer de limite, parce qu'on a une équipe de qualité qui peut, dans un bon soir, faire tomber n'importe qui. Parce que dans ce fameux projet justement qui sera post-CAN, est-ce qu'au-delà de cette compétition, comment s'inscrit votre travail dans la durée? Est-ce que cette CAN doit-elle marquer la fin d'un cycle pour certains cadres ou bien doit-elle être la rampe de lancement d'une nouvelle génération dorée? Parce que de là, on a des joueurs, parce que de tout à l'heure, vous les évoquez, qui ont une projection future de possibilité d'évoluer dans des clubs supérieurs. Savoir si au niveau du football comorien, il y aurait cette progression-là en termes d'avenir pour la sélection. Si vous voulez, pour beaucoup de personnes, cette CAN représente un événement majeur, comme si le monde s'arrêtait avec la CAN. Mais non, la gestion d'une sélection, c'est pas comme ça. La gestion d'une sélection, c'est naturellement être compétitif dans les moments clous, ça c'est normal, mais toujours regarder pour le futur. Avec ou sans moi,
l'équipe nationale, elle va continuer. Et mon travail, il consiste à préparer l'avenir en étant compétitif aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'on a une belle génération de joueurs, de jeunes. Ils l'ont démontré, ce sont des jeunes brillants, naturellement. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de faire de l'expérience. On a devant le jeune Aboubacar. Aboubacar, c'est un jeune, il a 18 ans et demi. Et il a laissé l'équipe de France des U19 pour rejoindre le pays. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, si on me dit, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à être titulaire? Je ne dis pas forcément, mais est-ce que c'est important? C'est important qu'il le soit dans les prochaines années, parce que c'est un joueur que s'il intègre la Ligue 1 et il commence à marquer, et je pense qu'il a tout pour bien faire, on pourrait se retrouver un Drogba ou un Eto'o comorien. Et là, ça change pas mal de choses. On l'a bien vu avec le Togo, il y avait Adebayor plus quelques bons joueurs. Ils ont été à la Coupe du Monde. Donc moi, je pense que le projet ne s'arrête pas. La CAN, c'est simplement une étape qui nous permet de gagner en expérience, de faire de façon à progresser, parce que c'est quand vous jouez les grands matchs qu'on progresse. C'est quand on joue contre les grands adversaires qu'on comprend la différence, ce qui nous manque. Et donc, c'est un projet qui continuera après la CAN. Après, bon, tout dépendra, les cadres, par rapport à leur club, leur situation en club, leur envie de continuer, etc. Mais bon, moi, je ne pense pas qu'après la CAN, il y aura une cassure. Ça sera de la continuité, comme ça a toujours été depuis 2 ans et demi que je suis sélectionneur. Stefano Cousin, l'interview touche à sa fin. Je vous remercie. Dernière question avant de terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, dans les prochains jours? Non, écoutez, déjà, avant tout, j'aimerais remercier le public comorien, parce que le public comorien, c'est le number one. Toujours derrière l'équipe. On l'a vu au mois de novembre quand on était sur place. Ils ont mis le feu, parce que ça, c'est un public qui aime son équipe, qui vit à travers son équipe. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux garçons, il faut qu'on les rende fiers. Et quand tout à l'heure on parlait d'objectifs, est-ce que c'est important de gagner ou de bien jouer? Je dis, n'importe quel résultat, les supporters, ils accepteront à condition qu'on donne le maximum, qu'on joue des grands matchs. S'il y a l'intensité, si on fait des grands matchs, des grosses performances, après on a fait notre partie à nous. Donc on continue le travail, c'est encore loin. C'est vrai que pour vous, la presse, c'est J-7, mais pour nous, c'est 8 entraînements, 9 entraînements. Il y a encore des joueurs qui vont arriver demain, ce soir. Bien sûr. Et donc le travail, il est work in progress, on est en plein dedans et on est en train de préparer tout ça. Merci beaucoup, coach. Merci, Nassur Hamada. Bonne compétition, bonne CAN. Merci à vous aussi.